Élimination du doigt de Yakuza, également connu sous le nom de Yubitsum, est un rituel pratiqué pour gagner le pardon après qu'un membre a commis une offense à quelqu'un d'autre dans son groupe. Il consiste à couper des parties du petit doigt de soi-même pour montrer des excuses sincères et des remords à l'autre. C'est considéré comme le moins douloureux, car cela ne cause généralement pas de douleur durable à vie. Et ce n'est pas mortel, contrairement à d'autres formes de punition plus brutales. Le bastinado, par exemple, consiste à battre la victime avec un cordon ou un fouet noué à une tige légère, exclusivement sur les pieds. Contrairement à la plupart des autres formes de torture, le bastinado est plus censé être douloureux que de causer des blessures graves. Mais si l'on l'exécute trop durement ou pendant trop longtemps, cela pourrait amener la victime à ne plus être capable de marcher. Cependant, cette méthode n'est pas mortelle. Le pitch de pitch est un autre exemple de punition ancienne. Cela consiste à verser un terrain chaud ou du goudron dans un capuchon de papier conique et à le forcer sur la tête de la victime. Le terrain était autorisé à refroidir et le capuchon a été arnaqué pour éliminer la peau et les tissus du cuir chevelu de la victime, laissant des cicatrices à vie. Cette méthode n'était généralement pas terminée avec l'intention de tuer, mais les infections mortelles pouvaient survenir après. Le pied d'éléphant, également connu sous le nom de gongar, était principalement utilisé en Asie, en particulier en Inde. Il consistait à tuer la victime en l'écrasant sous un éléphant. Là-bas, il y avait 2 variations. Si la victime avait la chance que sa tête soit placée sur un piédestal, l'éléphant l'écraserait, la tuant instantanément. Ce n'était pas particulièrement douloureux, car la victime mourait instantanément. Cependant, la 2e variation n'était pas aussi indulgente. Certains membres royaux voulaient s'asseoir et profiter d'un long spectacle. Ils ordonnaient aux cavaliers d'éléphants de faire marcher les éléphants sur des parties non vitales du corps, comme les jambes et les bras. La victime serait écrasée encore et encore avant que l'éléphant n'approche réellement sa tête pour la tuer. À Rome antique, ceux qui tuaient leur propre père étaient soumis à une peine de mort qui consistait à être cousus dans un sac en cuir avec un mélange d'animaux vivants, y compris un chien, un singe, un serpent et un poulet, puis jetés dans l'eau. Ce processus était appelé la décimation. Lorsqu'une unité militaire ou un grand groupe était coupable d'infractions capitales telles que la lâcheté, la mutinerie ou la désertion, ils étaient soumis à la décimation. Une cohorte d'environ 480 soldats qui devaient être punis était divisée en groupes de 10. De chaque groupe, un soldat était choisi au hasard, et celui qui tirait la paille la plus courte devait être tué par ses 9 camarades, souvent par lapidation, clubbing ou poignardage. Les 9 survivants devaient rester en dehors de la sécurité du camp pendant un certain temps. Comme la victime choisie était au hasard, tous les soldats du groupe étaient potentiellement responsables de l'exécution. Le pistolet soufflant est une méthode d'exécution dans laquelle la victime est généralement liée à la bouche d'un canon qui est ensuite tiré, entraînant une mort instantanée. Une description de ce qui se passe a été donnée par un soldat anglais au XIXe siècle. Il a dit que la tête de la victime s'élevait directement dans l'air pendant environ 40 ou 50 pieds. Les bras s'envolaient à droite et à gauche avant de retomber à environ 100 mètres de distance, tandis que les jambes tombaient au sol sous le museau du canon. Cette méthode figure si bas sur la liste car la victime ne ressent probablement rien, sa mort étant instantanée. L'éléphant de Basile II, l'empereur Basile II aurait capturé 15 000 Bulgares après la bataille de Sidan. Il décida alors d'utiliser cet événement comme un message pour leur patrie. Il divisa les prisonniers en groupes de 100 et fit aveugler 99 sur 100. Le 100e homme ne perdait qu'un seul œil afin qu'il puisse encore guider les 99 autres vers leur maison bulgare. Ces soldats aveuglent de la merde à l'huile, barils qui font que quelqu'un boit beaucoup de cette huile. Cela a causé des douleurs à l'estomac et les a rendus si malades qu'ils ne pouvaient plus tenir leur caca ensemble. Ils mettaient alors la personne dans un grand baril de taille humaine et la retiraient quand la personne aurait avoué. Cela pourrait même aller jusqu'à laisser la personne se noyer dans ses propres fluides corporels à l'intérieur du baril si elle ne coopérait pas. L'emprisonnement par compression était utilisé à la fois comme méthode d'exécution et comme une méthode d'emprisonnement à vie. Cela consistait à mettre quelqu'un dans un espace vraiment serré, comme derrière un mur, pour le reste de sa vie. Si elle était utilisée comme méthode d'exécution, la personne serait laissée à mourir de faim. Si elle était utilisée comme emprisonnement, il donnait régulièrement de la nourriture à la victime, mais elle devait se coucher sur un rectangle de bois. Ce rack en bois étirait le corps de la victime en tirant les bras et les jambes dans des directions opposées. Cela provoquait une douleur incroyable et pouvait entraîner des membres disloqués et des ligaments déchirés.
Ce n'était pas seulement une méthode d'extraction d'informations, mais aussi une manière de déchirer les membres de la victime et de la laisser saigner à mort. Poulet et plume, une forme de torture publique où la victime est dépouillée nue ou seulement déshabillée à la taille. Ensuite, du goudron de bois, parfois chaud, est versé ou peint sur la personne. Après cela, la victime aurait des plumes jetées sur elle ou serait roulée sur un tas de plumes pour qu'elle colle au goudron. Cela ne provoquerait pas seulement des brûlures extrêmes sur la peau de la victime, mais aussi des cicatrices permanentes. Psychologiquement, cela humiliant la victime en public, comme s'il était censé ressembler à un poulet géant marchant autour de la ville. Le strangling de rue était un outil métallique qui était mis dans la bouche ou le trou de la victime, puis agrandi. À terme, l'outil étirait les tissus au point de ne pas pouvoir revenir. Élimination du cœur vivant. Lors des sacrifices aztèques pour le dieu solaire Huitzilopochtli, la victime était placée sur une pierre sacrificielle et un prêtre coupait à travers l'abdomen avec une obsidienne ou une lame de silex. Le cœur était arraché en corps battant et tenu vers le ciel en l'honneur du dieu du soleil. Eretikes fork, c'est un collier avec 2 ensembles de fourches métalliques à chaque extrémité. Un ensemble est placé sous le menton, l'autre au sternum, et l'appareil est sécurisé autour du cou. Cela forçait la victime à garder la tête levée, provoquant une gêne extrême et une privation de sommeil. La fourche perçait lentement leur cou et mâchoire, jusqu'à ce que la victime ne puisse plus tenir la tête haute, entraînant la perforation de la fourche. La tasse de rat, une méthode attribuée à l'empereur Romain Néron, impliquait de lier une tasse remplie de rats affamés à l'estomac de la victime, puis d'appliquer de la chaleur sous le bas. Cela forçait les rats à creuser à travers le corps de la victime pour s'échapper. Certaines parties de l'Amérique du Sud utilisaient une variation de cette méthode appelée rectoscope. Cette méthode consistait à insérer des rats vivants dans le rectum de la victime à travers un tube, les forçant à faire leur chemin à travers le corps de la victime. La roue de Catherine, une méthode d'exécution où les membres de la victime sont attachés à une grande roue, puis frappés avec un marteau ou une barre de fer, brisant leurs os à plusieurs endroits. La roue était ensuite placée plus tard, souvent laissant la victime mourir de faim. La victime serait abaissée dans un grand récipient avec un liquide bouillant, comme du pétrole. Progressivement et lentement, les premières parties exposées seraient les extrémités, comme les doigts et les orteils. Cela provoquait une douleur insoutenable avant que les muscles, la peau et la graisse ne se ramollissent et se liquéfient à cause de la chaleur, tandis que les organes internes étaient bouillis de l'extérieur. Le processus était lent et angoissant. Dans une autre variation, considérée comme encore plus douloureuse et longue, la victime serait abaissée dans un liquide à température normale, puis progressivement chauffée, jusqu'à ce qu'il commence à faire bouillir la quille, le transport de qu'il était une grave punition maritime. Un marin était attaché à une corde et traîné sous l'eau d'un côté du navire à l'autre, passant sous la quille du navire. Si la personne ne se noyait pas ou ne subissait pas de dommages vitaux à cause du bois rouillé et pointu du navire, il recommençait simplement jusqu'à ce que la personne ne soit plus en vie. Craint pour sa brutalité, ce processus était utilisé comme méthode d'exécution. La victime serait pendue à l'envers pour faire augmenter le flux sanguin vers la tête, augmentant ainsi le temps où la personne resterait consciente. Le bourreau diviserait alors la victime verticalement en 2 moitiés, à partir de l'aine, et l'attacherait, les membres écartés. Cette méthode a été utilisée pour exécuter des hommes reconnus coupables de haute trahison en Grande-Bretagne médiévale et moderne, ainsi qu'en Irlande. Elle consistait en plusieurs étapes. Le traître condamné était lié à une planche en bois et traîné derrière un cheval jusqu'au site d'exécution. Là, il était presque pendu à mort, puis mutilé, avant d'avoir ses organes enlevés, puis d'être décapité et son corps divisé en 4 parties, juste au cas où il serait encore en vie. Ces restes étaient souvent affichés dans des lieux bien connus à travers le pays, comme London Bridge, pour avertir les autres des conséquences d'être un traître. Glace terra. Cette méthode n'était pas toujours mortelle, mais elle mérite sa place ici à cause de la brutalité. Cela consistait à insérer une canne en verre dans l'anus de l'homme, puis à l'écraser avec un marteau, provoquant la fragmentation de la tige de verre en plusieurs petits morceaux, brisés à l'intérieur du corps. Bambou à travers le trou. Un bambou serait inséré à l'intérieur du trou de la victime et laissé là. Le bambou grandirait très rapidement à l'intérieur de l'homme, causant une douleur incroyable jusqu'à ce qu'il sorte de l'autre côté. Cette méthode était extrêmement cruelle. En espagnol, c'était un dispositif en bois sur lequel la victime était forcée de s'asseoir, à cheval, comme un âne, avec des poids attachés à ses pieds. Cela augmentait la pression et la douleur sur le corps, provoquant souvent des blessures aux jambes et à la colonne vertébrale, jusqu'à ce que la victime soit déchirée par leur propre poids. Le taureau de métal,
connue sous le nom de brasambule, était une statue en métal en forme de taureau de taille réelle. Elle était utilisée pour enfermer quelqu'un à l'intérieur, puis chauffée par le feu sous la personne. La victime ressentait une chaleur extrême, tout en étant brûlée vivante. Cette méthode avait pour but de terrifier les autres en montrant à quel point la punition pouvait être extrême. Il y avait des tuyaux spéciaux pour permettre à la victime de respirer, ce qui faisait également qu'il criait, ce qui produisait un son ressemblant à un taureau. La vapeur s'échappait du nez du taureau, ajoutant encore plus de réalisme à l'impalation. Impalation, la partie la plus brutale de l'impalation, comme lection crux, était que la victime était torturée. Dans une célèbre variante, elle était installée sur un pieu, sans que le pieu ne pénètre réellement des organes vitaux. Tant que la victime restait debout sur ses orteils, cela empêchait la gravité de faire son travail. Dès que la victime se fatiguait, elle glissait un peu plus, mais chaque fois qu'elle ressentait la douleur, elle se relevait, essayant d'échapper à la torture. Cela continuait jusqu'à ce qu'un organe vital soit perforé. Chez Judas, c'était un dispositif de torture avec un siège en forme de pyramide. La victime était placée au sommet, avec des cordes utilisées pour abaisser et suspendre son poids corporel sur l'apex pointu de la chaise. Cela déchirait lentement la personne de l'intérieur, provoquant une agonie prolongée. Écorchage vivant. Cette méthode extrême consistait à retirer la peau de la victime pendant qu'elle était encore vivante. Ce processus lent et intense provoquait une souffrance insupportable. Le manque de grands vaisseaux sanguins ne permettait pas une perte rapide de sang, permettant à la victime de rester consciente tout en endurant l'agonie. C'était souvent un processus méticuleux qui nécessitait de la précision et de la compétence de la part du bourreau, et la peau et les morceaux étaient retirés progressivement pour augmenter l'intensité de la souffrance. Parfois, en utilisant des substances comme l'ébullition, l'eau pour faciliter le processus. L'aigle. Celui-ci était un rituel brutal où les côtes de la victime étaient coupées de la colonne vertébrale et étalées pour ressembler à des ailes, pendant que les poumons étaient tirés à travers les ouvertures, provoquant une mort lente et angoissante. C'est court, mais c'est l'un des plus brutaux à mon avis. L'Eiji, aussi connu sous le nom de mort par 1000 coupures, c'était une méthode célèbre utilisée en Chine pour prolonger la souffrance aussi longtemps que possible. Il y avait plusieurs variations de cette méthode, même si presque toutes comprenaient la coupe de la peau suffisamment profondément pour provoquer une douleur incroyable, mais pas assez profondément pour permettre à la victime de perdre du sang. Dans une variation, la victime était retenue, et un bourreau, avec des couteaux au hasard, tranchait différentes parties du corps, comme l'avant-bras gauche, la cuisse droite, le cou, le pied, etc. À chaque fois qu'il tirait un couteau, il faisait une coupe sur une partie du corps. Cela continuait jusqu'à ce que le bourreau sorte finalement le couteau avec le cœur dessus, et c'est là qu'il poignardait la victime à travers le cœur. Une autre variation consistait à lier un filet de pêche étroitement autour du corps de quelqu'un et à couper les morceaux de peau qui apparaissaient dans les trous du filet. Dans la version la plus brutale, ils enterraient quelqu'un à la hauteur de son cou, faisaient une coupe en forme de croix à la couronne de la tête, épluchaient la peau en arrière, puis versaient du mercure dans la blessure. Le mercure, par son poids, séparait la peau de la chair. Et comme la personne se débattait pour s'échapper, ils finissaient par laisser leur peau derrière eux, dans un trou d'échappement. ISM, celui-ci est considéré par beaucoup comme la pire méthode d'exécution. Dans cette punition, la personne condamnée était placée à l'intérieur d'un bateau ou entre deux bateaux, allongée sur le dos, avec leurs bras et jambes dépassant des trous. On leur administrait de grandes quantités de lait et de miel, ce qui provoquait une sévère diarrhée, et tout leur corps était recouvert du même mélange, les rendant attrayants pour les insectes, les rongeurs, les guêpes et tout autre animal vivant près du lac. Ces animaux mangeraient et mordraient la chair de la victime, et, quand le lendemain matin arrivait, le bateau serait ramené sur la côte. On forcerait la victime à manger un autre gigantesque repas de lait et de miel, et ainsi de suite, jour après jour, pour prolonger la punition aussi longtemps que possible. Il a été rapporté que les rats essayaient d'entrer dans le trou de butin de la personne. Cette méthode était tellement longue qu'elle semblait ne jamais finir, avec une personne survivant 17 jours. Cette personne aurait tout son visage complètement couvert de guêpes, sa chair pourrissant, remplie d'essaims de parasites et de vers, tout en étant couverte de sa propre saleté.